Que ce soit lundi ou mardi dernier, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu de Garage Talk sur le Grand Prix de Belgique. Je vous aurais bien dit oui, je m'en excuse, mais j'ai jamais dit que j'allais faire un Garage Talks par GP. Contrairement à ce que certaines personnes ont premier degré, je parle pas des gens qui font des vannes, parce que moi ça me va, tu vois, c'est du référencement en plus au final. Mais il y a des gens qui premier degré pensent que c'est le même format, c'est faux. On peut pas tous gagner à la loterie de l'observation. Mais en soi, je fais un Garage Talks quand il y a des nouveaux talking points. Très souvent, il y a des talking points qui émergent après un week-end. Sauf que là, en Belgique, il y avait rien de nouveau du tout. Contrairement à ce qu'on dit The Race, qui est un putain de tabloïd de nos jours, et je sais même pas pourquoi je continue à regarder leurs headlines, il y avait que dalle de nouveau. On savait que Spa allait être nul à chier au même titre que Silverstone pour les voitures. Je crois d'ailleurs que j'en parle dans le dernier Garage Talks. Swing de points. Et peut-être sur quelques circuits qui s'iront beaucoup mieux à la réglementation aussi. C'est pas impossible. Bon, pas le prochain parce qu'on va à Spa. Ça va être horrible. On sait déjà depuis un bout de temps que les pilotes sont tributaires de l'informatique parce que c'est pas interprété de la même manière selon si tu liftes de 20% là ou de 40% là-bas. J'ai déjà dit 2000 fois que Russell avait pris un coup définitif au mental, ou plutôt décisif, parce que définitif voudrait dire qu'il peut pas remonter la pente, mais décisif au mental, et que cette première moitié de saison, c'est clairement Antonelli qui l'a gagné. Et en vrai, je voyais pas l'intérêt de vous refaire une vidéo où je dis exactement la même chose avec des mots différents. J'ai même hésité à vous faire un Garage Talks avec un assemblage d'anciens extraits de Garage Talks juste pour vous montrer à quel point on en a déjà parlé, quoi. C'est peut-être ça finalement le contre-coup de Nostrada Clips, c'est que j'anticipe tellement qu'au bout d'un moment c'est cyclique, ça se répète. Je vais vous le dire maintenant, il y a des grands prix sur lesquels on va se faire chier, et c'est les grands prix grosse vitesse qu'on vient de vivre là à Spa. On va le vivre à Monza, peut-être un peu moins, mais on va le vivre à Monza. Bakou, ça va être nul à chier. Le Mexique, il y a un secteur où on va pouvoir régénérer convenablement. Et alors me parlez pas de Vegas, je vais vomir. Alors que pourtant Vegas, circuit nul à chier à conduire, mais pour l'instant les courses à bas sont plutôt bien. Que c'est un GP qui se court de nuit dans un désert, il fait très froid la nuit dans les déserts, le saviez-tu? Les pneus du coup ont tendance à moins chauffer, donc les pilotes peuvent taper un peu plus dedans. Sauf que cette année on s'en bat les couilles parce que les pneus sont plus vraiment un point de contention. Un vrai point de contention c'est la batterie, et ça, bah oui, la chaleur peut un peu influencer dessus, mais généralement le froid ça leur fait pas du bien en batterie. Bref, tous ces grands prix là vont être abysmaux, hein, et ils vont reléguer les bons pilotes au placard au profit des bons gestionnaires d'énergie. Alors tu peux être l'un et l'autre en même temps, mais disons que si t'es fort à être le dernier sur les freins, c'est pas une génération de voitures qui va te convenir, quoi. J'étais premier degré à bout en voyant le GP. Souvent dans ce genre de vidéos, dans ce genre de discussion, j'ai tendance à faire de l'hyperbole parce que j'aime bien l'hypersoupe, mais j'ai tendance à exagérer certains trucs au profit du lol, au profit du ah oui ok, c'est divertissant ce que je fais quelque part aussi. Parce que sinon je parlerai avec une voix monotone en vous expliquant que l'écart de points entre Antonelli et Russell n'est pas surmontable, si bien qu'en fait maintenant le P2 au championnat c'est pas un gars qui a la meilleure voiture, ce qui est pas tout à fait normal là pour le coup, hein. Les deux pilotes Mercedes ils devraient être devant, hein. Ils devraient être en natation synchronisée, hein. Mais bon, ce que je fais du coup c'est du divertissement, et je sais qu'il y en a plein, ça valide votre biais négatif sur ce règlement, je capitalise là-dessus, je pense qu'il y a aucune honte à le dire, je pense que vous le savez aussi un petit peu. Mais il y a des gens qui me suivent parce que genre entre tous ces petits moments de fun et d'hyperbolie, genre je va dire que dans mon hyperbole il y a des croutons de savoir et de connaissances pour lesquels certaines personnes restent. Et il y a aussi genre du foresight et un peu de... Ouais, je suis quelqu'un de vachement intelligent en fait, de ouf. Mais ce que je veux dire c'est que tout le monde me suit pas pour ce biais négatif là, parce que c'est un trait qui est apparu depuis Melbourne seulement. Et il y a souvent des gens parmi vous qui me suivent, qui êtes plus bon public et qui me disent que je suis trop dur. Et putain, je vous entends. Il y a des gens qui me disent que la course, eux, ils l'ont vraiment appréciée, et je suis content. Je suis ravi que des gens aiment la course et ne laissent pas un sombre connard, soit-il moi ou des gens sur Twitter, vous dire quoi aimer. Mais personnellement, et là sans hyperbolie, mais avec quand même un peu de forme, parce que genre c'est du divertissement, j'ai pas supporté ce GP de Belgique. Alors, comme on dit, la comparaison est voleuse de joie, donc je serai le premier à vous dire de ne pas comparer un GP de ce règlement avec un GP d'un autre règlement, d'accord? On va pas commencer à revenir en arrière, parce qu'en vrai, les 2 ou 3 dernières années, on s'est pas non plus super enjaillé à Spa, c'est un circuit qui est formidable, mais la Formule 1 était arrivée en fin d'un règlement technique, donc les écarts étaient giga figés, et les voitures avaient du mal à suivre, et c'était chiant. Donc vous savez quoi, ne comparons pas avec une ère antérieure, même pas avec les années 90, parce qu'il y a plein de circonstances qui font que ça peut pas marcher en termes de comparaison. Mais quand je regardais la course, qui est sur l'écran que vous voyez pas là, je pouvais absolument rien faire d'autre que me laisser rêver, parce que tout ce que je vois, c'est un règlement châssis aéro qui est formidable, et qui dans 3 ans peut-être sera terni par un trick trouvé par une équipe et que la FIA pourra pas bannir parce que voilà, merde, Mohamed il a la flemme. Ça m'emmerde de voir un règlement si bon qui a ramené des voitures beaucoup moins lourdes, beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus fun, quand les circonstances sont bonnes, être gâché par un règlement moteur qui est, et je le dis sans hyperbolie, totalement inadapté au sport. Pas à la Formule 1, au sport, en général. Parce que
Oui, le 50-50, une espèce de volonté de garder le truc pertinent pour les constructeurs et aussi derrière de faire plaisir à Volkswagen pour que Porsche et Audi débarquent et au final ça a ramené que Audi, mais bon, Honda est revenu et Genesis ils sont intéressés. Et puis il y a Ford qui est en partenariat avec, c'est super. Par contre, c'est un règlement qui nuit à la course. En général, on serait en Shell Eco Race et le but de la course ce serait de faire le plus de kilomètres avec 1 litre d'essence. Ok. Dans ce genre de conditions qui sont pas tellement sportives à mon humble avis, ok. Mais ce règlement-là, ils l'ont mis en Formule 1. Un sport où on repousse les limites des pilotes, des voitures, de ma tolérance aussi en ce moment, sur les circuits les plus exigeants du monde. Et ça marche pas si la voiture dans laquelle je suis, au bout de 10 secondes d'accélération constante, faut que je relâche l'accélérateur parce que faut que je recharge la batterie. À un moment, c'est une Formule 1, pas une Prius hybride. Il y a des courses pourtant qui nous donnent un semblant de normalité. Hein. Et là, j'anticipe que le Hungaroring et Zandvoort vont être des courses qui vont être plus intéressantes parce que c'est des circuits moins énergivores et qui ont plus de zones de régène. J'ai envie de dire que Sao Paulo sera fun aussi, mais le problème de Sao Paulo, c'est que entre Junção et le S de Senna, c'est flat out pendant 13 à 15 secondes. Dans ce règlement, flat out pendant 13 à 15 secondes, c'est comme moi, flat out pendant 13 à 15 secondes dans mon pieu. Hein. Si je dérate pas, si je change pas le rythme, au bout d'un moment, il y a plus de jus. Ou il y en a, c'est toi qui vois. Tout dépend du référentiel. Et les courses comme ça, malheureusement, suffiront pas à me remonter le moral, à me redonner de la hype. Et je suis pas tout seul, je vous ai posé la question sur Twitter, vu d'autres gens en parler sur Insta, sur TikTok, bref, sur l'internet mondial. Les gens, en grande majorité, ne sont plus hypés par la course. La FOM répond à cette hype qui baisse, ce viewership qui est en descente, à premièrement esquiver le problème avec Stefano qui nous dit que tous les billets ont été vendus pour toutes les courses jusqu'à la fin de l'année. Oui, sauf que les billetteries sont ouvertes depuis l'année dernière, Stefano, et qu'elles sont sold out, sauf pour certains tickets très très haut de gamme, depuis l'année dernière, Stefano. Et l'année dernière, on pouvait pas savoir que ça allait être comme ça cette année. C'est pas un argument. Moi, je serais curieux de voir le prix plutôt la chute libre de la vente de billets pour l'année prochaine. Et après, quand ils ont fini de répondre de la merde, ils font un peu ce qu'on a vu avec la Coupe du Monde, en invitant des gens qui n'ont rien à foutre là, en surchargeant, on va dire, leur côté réseaux sociaux, en créant des moments faussement mimesques, en surhypant des trucs mondains. Genre, waouh, Bortoleto a été à 340 km/h, waouh, top speed of the weekend. Oui, il a été à 340 km/h, 2 secondes 5 sur un Grand Prix de 2 heures. Le reste du temps, il avait pas la batterie pour être aussi loin. Et en plus de ce règlement qui, en mettant autant de poids dans la gestion de la voiture et du coup la conception de cette dernière, ce qui fait que même si moi j'ai toujours aimé dire la somme des deux, machin, 60-40, bon on est plus à 70-30, même 80-20 au bout d'un moment. Hein. Donc en plus de ce règlement qui nerve complètement les capacités d'un pilote à être un pilote, c'est-à-dire freiner tard, rouler fort, gérer quand même sa voiture un minimum, parce que le gestionnaire quelque part, il a fallu toujours gérer un peu son rythme, sa course, ses pneus, c'est ce que disait Bundle il y a je sais pas combien de temps là. Sauf que maintenant, aujourd'hui, tu gères 100% du temps, virage après virage, à quel point ta batterie va te casser les couilles ou pas au prochain tour. Même l'an dernier, il y avait quand même un aspect de gestion, surtout au niveau des pneumatiques, mais aussi au niveau de la batterie, jusque c'était beaucoup moins. D'ailleurs, imaginez une seule seconde avoir le règlement moteur de 2025 dans les voitures de cette année, je pense qu'on se fendrait nettement plus la gueule. Puis bon, il y a la Real TV aussi qui est catastrophique. Sur ce que dit Electrum, qui a bien voulu répondre à la question sur Twitter. Pas juste lui, hein, vous avez été très nombreux à répondre, je crois que c'est le tweet que j'ai avec le plus de réponses de tous les temps. Le fait qu'on ait quasi la certitude que Kimi gagne, ça enlève un peu de hype, effectivement. Et je comprends qu'il y ait des gens qui se passionnent que pour ce qui se passe devant. Suivre le midfield, ceci dit, ça peut rester très fun. Et en 23, en 14, en 2015, en 2016, je me régalais de ce qui se passait dans le midfield. La picture championnat dans le midfield, elle peut vraiment changer du tout au tout sur un week-end. Là où dans les top teams, t'as généralement une équipe qui est bien installée et deux qui grindent pour aller la rattraper, sur un malentendu, As peut scorer 10 points et soudainement passer de dernière à 5e au général, on comprend pas. Et pour ces équipes-là, qui sont bottom et midfield, c'est des millions de dollars supplémentaires dont ils ont beaucoup plus besoin que les top teams. Et du coup, c'est des fights qui sont ultra importants pour ces équipes-là, qui peuvent décider de la monter, si je puis dire, de backmarker à midfielder ou de midfielder à top team. Et c'est un fight qui est beaucoup trop minimisé au profit de est-ce qu'Antonelli va encore gagner? Parce que Russell, il est pas au top quand même. Après, t'as Montoya qui fait you gotta go for broke. You gotta, you gotta take risk, you gotta be faster. On est à Monaco, la Contaras, you don't take risk and you don't go faster. Tu go juste pas dans le mur. J'aime tellement en fait ce principe de championnat dans le championnat où il y a les top teams, les midfielders et les backmarkers que depuis 2009, hein, vraiment que j'en suis en mode ok, je vais faire de la Formule 1 mon seul trait de personnalité. J'ai toujours eu une équipe préférée par tir de championnat. Donc là cette année, si on reprend, il y a Red Bull dans les top teams parce que ça c'est inexorable depuis 2009, Alpine en midfielder et Aston en bottom beach. Voilà.
Parce que non, ce n'est pas un t-shirt Aston Martin. Et après, je me passionne un peu pour elle. Mais le gros problème depuis, et là c'est pas que depuis cette année, hein, ça fait 3-4 ans que je me plains de ça, c'est que comme nous dit Sleepy, la Real pue la merde. À Spa, ils ont fait encore plus fort que d'habitude. On a eu un fight avec 3 voitures. Un fight qui a comme point d'origine une très bonne sortie à la source et une meilleure gestion, on va pas se mentir, d'une Vicarb. Et sortie de Radillon, la Vicarb est en train de fight 2 Alpines qui étaient déjà un peu en train de se mettre sur la gueule. Ça va monter à 3 de front pour passer au freinage après Kemmel. Oubliez le nom. Et pendant que la Real TV nous montre en immense une McLaren qui fout rien, on a en tout petit, en picture in picture, vous savez le truc que vous faites sur YouTube pour avoir quand même la vidéo quelque part sur votre écran pendant que vous farmez des courses sur Gran Turismo. Bah on avait en tout petit, en picture in picture, le fight du siècle avec Alex Jacques, commentateur sur F1 TV, qui était vraiment en train de s'exciter, mais qui était obligé à la fin de nous dire ça se passe en tout petit sur votre écran, mais waouh! Et après dans le highlight officiel ils l'ont mis en grand. Et ils ont coupé la portion où ils disaient ça, bien évidemment. Bah super, c'est super de pas avoir vu genre un des rares trucs vraiment spectaculaires et cool qu'on a eu de tout le week-end, quoi. Un des rares fights où c'est pas un dépassement totalement prévisible et totalement ruiné par une Real TV qui a même pas daigné nous mettre le replay en course. Si tu voulais le voir en grand écran, fallait regarder le highlight après. C'est indécent, putain. Absolument indécent. Oui, comme d'hab, hein, je vous l'ai pas dit parce que j'ai pas fait une vidéo normale, il n'y a pas eu d'intro, etc. Mais vous pouvez soutenir la chaîne avec le code Clippy chez Oli Energy. Et ils font aussi de l'hydratation et du café, ils font plein de trucs maintenant. Pour vous, c'est le moyen le plus rentable de soutenir la chaîne parce que vous avez un produit, vous payez 10% moins cher et moi, ces 10% là, en fait, ils reviennent en commission pour moi. C'est ce qui a payé pour absolument toutes les transformations, les améliorations, les trucs bien que vous avez pu voir ces derniers temps. C'est ce qui paye pour que, genre, le travail qui, je sais que je vais pas le récupérer sur la monétisation de la vidéo, pour la vidéo sur la R18. Clippy du montage, mets la timeline de la vidéo R18 à l'écran, s'il te plaît. Voilà, comme ça, ce n'est pas un Lost Media, je vous promets, Feldup n'en fera pas une vidéo. Et bref, c'est grâce à des sponsors comme ça que je peux me permettre de prendre du temps, en fait, sur ce genre de vidéo et d'être OK avec le fait qu'elles vont faire 10K vues et 20 €, alors que j'aurais sué 100 € pour sortir un truc que j'estime bien. Mais on va pas commencer à être méta. On va pas commencer à être philosophique sur mon rôle sur Internet. Oli, code Clippy, ça aide de fou. Si vous voulez pas, parce que vous consommez pas, parce que vous voulez même pas une gourde thermos qui garde l'eau fraîche pendant 8 heures, sorcellerie. Il y a le Super Thanks, si ça vous branche. Il y a quelqu'un qui a droppé son PEL, qui a lâché 45 balles. Merci infiniment. Si vous voulez par contre pas soutenir de manière financière, ce qui se comprend, putain, les temps sont durs, on a le boost sur mobile qui contribue de ouf au référencement, mais sinon le simple fait de commenter parce que vous avez plus de boost ou de liker, partager, vous abonner, ça aide de fou. Les temps sont durs, hein, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Sans plus de salam alek, revenons à ce Garage Talks. Quasiment à la fin, mais bon, on s'en fout, quoi. Tout est batterie related, en fait, cette saison. Et ça, c'est dur, en fait, pour le viewer moyen de comprendre ce qui se passe quand tout est relatif à la batterie. J'ai coupé ça d'un Garage Talk il y a pas longtemps, mais la barista, la pote dont je vous ai déjà parlé 2-3 fois en stream, elle est venue à la maison un week-end pour bruncher, hein, parce que voilà, on commence à avoir 30 ans quand même, tu vois, on brunch. Et il y avait une course sprint ce samedi-là. Et elle m'a dit, ah ouais, bah attends, bah je vais regarder, parce que c'est vrai que moi, tu vois, j'ai jamais regardé la Formule 1, machin et tout. Elle sait ce que je fais sur Internet, elle sait que c'est mon gagne-pain quelque part, et elle s'est dit bah je vais regarder, tu vois, et elle comprenait pas trop en fait, genre pourquoi il le laisse passer dans la ligne droite comme ça. Je dis non, c'est parce qu'en fait il a plus de batterie et du coup genre passe, mais pourquoi il y a des batteries, et c'est lourd, long et dense à expliquer à quelqu'un, même en vulgarisant de ouf, ce qui est un peu mon domaine, tu vois, j'ai l'habitude. C'est compliqué de vulgariser à quelqu'un comment ça marche. Et elle est tout sauf con, tu vois, genre vraiment. Maintenant, imagine le public moyen qui, c'est pas une vanne, hein, quand les inconnus disent il faut pas prendre les gens pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. C'est une manière un peu chafouine de faire comprendre qu'il faut être clair quand tu travailles dans la pub ou dans le cas présent dans le sport ou dans la publication du sport via la télévision, ce que tu veux. Bref, il faut faire comprendre de la manière la plus simple possible au plus petit dénominateur commun comment fonctionne le sport. C'est complètement dégueulasse après de priver quelqu'un de sa compréhension du sport parce que ouais, il a qu'à être assez intelligent, voilà, il a qu'à résoudre des équations du second degré entre les virages. C'est couilles, oui. J'ai envie de dire, avant c'était beaucoup moins dur, hein, parce que bon, sans revenir dans les années jadis, hein, où genre on changeait même pas les pneus, ou après on a commencé à remettre de l'essence, mais à saoul. Non, vraiment. Avant c'était il pleut, on change de gomme, les gommes sont trop
trop usés, on les change. Y a plus d'essence, on remet. Dépendant des règlements, c'était pas trop compliqué, tu vois. Après, ça commençait à être un peu complexe à partir du moment où c'était pas 2 types de gomme par week-end, mais 3 types de gomme et il y en a 2 qui sont obligatoires. C'est pas un arrêt minimum, c'est pas un arrêt mandatoire, mais t'es forcément obligé de t'arrêter en course, quoi. C'était pas dur d'expliquer ça au spectateur moyen, lui dire non, mais en fait, il faut au moins qu'il fasse soft medium ou soft hard ou hard medium, tu vois, il y a un set au minimum, tu vois, tu dois au moins en changer une fois. Le viewer pointu, lui, aura envie d'aller dans la profondeur du truc, aura envie d'étudier les permutations stratégiques possibles et qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui tenterait. Peut-être qu'il va même les faire sur son rig chez lui en mode oh là là, attends, je vais essayer. Si Red Bull avait fait medium, soft, et même à l'ère hybride 2014, hein, quand on a commencé du coup à nous parler de batterie, c'était pas excessivement compliqué. T'as une batterie, elle est là, elle comble le trou du moteur, puis elle sert à booster aussi un peu. Il y a une gestion, ça aide aussi à moins consommer. Mais cette gestion, elle était plus subtile et quand tu tombais à court de batterie sur un tour, ou quand t'étais border, hein, t'étais pas mort. Oui, t'allais peut-être te faire doubler, mais t'étais pas laissé pour mort comme maintenant. Tu perdais pas la moitié littéralement de ta puissance. Et la gestion était beaucoup moins intrusive et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué à expliquer. C'est pourquoi dans les virages, même en caméra extérieure, les voitures ont l'air d'autant se traîner alors qu'elles sont... elles ont l'air tellement maniables, elles ont l'air tellement formidables en vrai à haute comme à basse vitesse, juste qu'on les voit genre surtout à mi-vitesse quoi, même un peu moins. C'est compliqué aussi d'expliquer à ma pote barista que non mais là en fait dans le virage il faut qu'il relâche l'accélérateur à 73%. Tu savais que c'était ChatGPT qui gérait sa batterie? At Perplexity, tu m'expliques comment on fait gagner une Ferrari? Je suis juste fatigué, voilà. Peut-être que ça va aller à la pause estivale et je vais pouvoir genre faire autre chose. Non, de toute façon si je m'arrête de travailler après je gamberge et c'est mauvais pour moi ça. C'est la première fois depuis que j'ai commencé à suivre le sport, donc c'est la première fois depuis 2008 que je suis pas pressé du prochain week-end de Formule 1 qui arrive. C'était un peu le cas déjà il y a 2-3 ans quand j'ai commencé à couvrir et que bon, vous avez pas vu Weekend Review, tant pis pour vous, ça a été délisté parce que j'ai pas envie de me faire turbo désannuser par Canal. Mais genre à cette époque-là, j'étais un peu fatigué parce que moi ça me demandait énormément de travail sur un crunch de 12 heures après une vidéo et j'avais juste envie de dormir en fait. Là maintenant, je suis fatigué parce que je sais que on va avoir les 3 mêmes topics qui vont revenir. S'il y a des exploits, je vais pas les voir d'un œil si appréciatif que ça parce que je vais me dire ouais, il a été meilleur gestionnaire que tout le monde. Tu vois, typiquement, un truc dont on parle pas, il faudra peut-être que je fasse une vidéo dédiée là-dessus, mais Lindblad fait une super saison de rookie, et ça tu vas me dire super saison de rookie chez Vicar où on en a vu plein, mais Hadjar il a complètement niqué la malédiction du second baquet. Oui, il y a 30 points de différence entre lui et Verstappen, sauf que Hadjar il est 8ème, Verstappen il est 7ème. Ils ont pas eu la même luck aussi en début de saison, et que Isaac il est pas loin comme a pu l'être Sergio, comme a pu l'être Yuki, comme a pu l'être Pierre, comme a pu l'être... y a Alex Albon aussi. Bref, something, la voiture est pas faite pour Max et j'en ai marre de cet argument. Là, on a le Grand Prix de Hongrie qui arrive. Si tout va bien, ça sort vendredi. Peut-être même après l'AFP2, peut-être. Je suis sûrement au bar à l'heure où ça sort là. Il faut que je me bourre la gueule, j'en peux plus moi. Et la seule headline qui m'excite, c'est la B-Spec Aston Martin. Le seul truc pour lequel je peux me passionner un peu, c'est si Isaac va rattraper Max et si Ferrari va genre réussir à refermer le gap sur Mercedes avant la fin de la saison. D'ailleurs, il y a de quoi être hype si vous êtes tifosi. Et je pense quelque part que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à être appréciatif de ce qu'il y a comme bonne headline positive pour cette saison. C'est un truc dont j'ai parlé 1 ou 2 fois. J'ai dit qu'il y a des gens, ils aiment plus leur pilote ou leur équipe que le sport. Et que j'étais plus dans cette catégorie de personnes-là. Quand Vettel était encore dans le sport, tu vois, genre, course de merde ou pas, hein, s'il gagnait ou s'il était sur le podium, j'étais content. J'étais hype de voir ce qu'il allait faire la course d'après et vous imaginez pas comment mon cœur s'est brisé à Hockenheim. Mais depuis qu'il est plus dans le sport, j'ai pas trouvé de pilote avec qui je vibe autant. Et je suis plus passé de cette situation de fan d'un pilote à fan du sport. Et là, le sport, il va mal. Le sport, il me fait mal. Donc, je suis pas content. Et même si Red Bull sortait une masterclass demain, parce que je suis toujours fan d'une équipe, peut-être que je sourirais qu'à moitié. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui est passager avec mon mood à moi, tu vois. Genre, peut-être que, genre, là, je suis dans une phase de ma vie un peu chelou, donc peut-être qu'il y a de ça. C'est plus un vlog qu'un garage talk, finalement. Je suis juste en train de, genre, vomir mes émotions et vous adorez ça, bande de... Je suis pressé qu'on arrive à un autre règlement moteur. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et j'ai envie vraiment de me focus sur d'autres trucs parce que là la Formule 1 est... j'ai pas envie de tirer dessus, je trouve ça vraiment nul à chier de partager de la négativité comme ça, tu vois. Je sais pas, je vais continuer à traiter la Formule 1, vous en faites pas, vous désabonnez pas. Je vais peut-être me concentrer sur le car ou sortir une autre chronique ciné, machin, profiter de la pause estivale qui arrive aussi là parce que on a après la Hongrie on a 1 mois je crois de break, c'est le week-end du 20 août Zandvoort, ouais c'est ça. Bon,
Voilà, navré de cette vidéo qui était plus du verbiage de moi que des talking points Formule 1. Navré que cette vidéo soit moins sportive que d'habitude. J'ai mal à mon sport, quoi, c'est tout. Et là, je viens peut-être de me fermer plein de portes vis-à-vis de plein de marques et des trucs comme ça parce que les propos que j'ai sont pas forcément élogieux. Mais j'ai pas envie de faire semblant. J'ai pas envie de vous dire ouais, c'était trop bien et ouais, j'ai été invité. Si je suis invité un jour à un truc comme ça, évidemment, on jouera un peu le jeu du sponsor, tu vois. Et oubliez pas le signe entre nous. Hein. Si mon micro lavalier et sur une liasse de billets, ça veut dire que je le fais pour le sponsor. Oubliez jamais ça. C'était un vieux truc sur TikTok, ça, à l'ancienne. Mais bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clipida Clip. Je suis absolument partout sauf dans la rue. On est sur Twitch. On fait du PES en ce moment. On fout les gens du chat dans l'équipe dès qu'on achète un joueur. L'objectif, c'est sortir de la Ligue 2 et Coupe de France. Voilà. Et on va commencer à faire un peu plus de online. On va faire du GT en mode sport parce que je n'ai aucun jeu solo qui me passionne. Et tant que chez LMU, on continuera à penser que le mode carrière n'est pas une priorité, eh ben je risque pas de trouver une expérience solo que j'ai envie de faire. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve quand on se retrouve. La vidéo sur l'R18 avance, c'est une vraie promesse, je veux qu'elle soit parfaite, elle le sera jamais, mais je veux qu'elle soit très bonne. Et vous connaissez peut-être Sam Collins de F1 TV ou de Sam's The Pits, et je suis en contact avec lui parce que il a fait des super vidéos sur les R18 de la RP1 à la RP6 que je lui avais demandé formellement si je pouvais le citer comme source primaire pour la portion technique de la vidéo sur la R18 et il m'a dans notre échange de mail m'a invité à temporiser un petit peu la sortie de la R18, que lui aussi allait sortir un gros truc et que j'allais pouvoir m'en servir aussi comme source primaire. Donc plus c'est long, plus c'est bon. Enfin je sais pas, moi je gicle en 5 secondes. Bref, c'était Clipida Clip, bisous.